commission Vérité, Justice, Réconciliation a été installée, Ousmane Oumarou Sidibé prend déjà l'engagement à être à hauteur de confiance. Sori Ibrahima Keïta est allé à sa rencontre. Il nous dira qui est l'homme. Décentralisation et bonne gouvernance, l'Allemagne appuie notre pays avec 14 milliards de francs CFA. Panorama de la politique extérieure du Mali 1960-1990, c'est l'intitulé d'un livre qui met en exergue les valeurs sociales socles de la politique extérieure de notre pays. L'auteur, c'est Moussa Makan Kamara, diplomate et écrivain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En ouverture de ce journal, ce message du président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, suite aux attaques des 1er et 3 août 2015 contre les forces armées du Mali. Message ainsi libellé. Chers compatriotes, les ennemis du Mali sont à l'œuvre. Coup sur coup, ils ont perpétré des actes perfides et lâches contre le Mali et la paix, en s'attaquant sournoisement aux forces armées du Mali, FAMA, dans les régions de Ségou et Tombouctou les 1er et 3 août 2015. Je n'ai pas de mots assez durs pour condamner ces actes ignobles qui sont l'œuvre d'individus n'ayant de respect ni pour la vie humaine ni en nos valeurs. Certes, les ennemis de la paix nous endeuillent aujourd'hui, mais qu'ils soient sûrs d'une chose, ils ne réussiront jamais à nous distraire, ni à nous dévier de la voie que nous suivons vers la paix et la réconciliation, notre but ultime. Leurs actes sont aux antipodes de la civilisation, de l'universel. Je le redis avec force, la paix est notre dédicace. Nous y travaillons avec conviction, nous y œuvrons avec l'ensemble du peuple malien et avec l'accompagnement de la communauté internationale. La signature le 15 mai 2015 à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ainsi que son parachèvement le 20 juin dernier en sont les preuves les plus éclatantes. Le Mali vaincra le terrorisme, c'est ma forte conviction. La guerre asymétrique et sans lendemain, les actes perfides et lâches que nous livrent ces ennemis ne sont qu'une triste manifestation de leur désespoir. Leur commerce ne peut prospérer durablement. Nul ne doute qu'il nous faut unir nos forces à l'intérieur, y associer nos frères et voisins africains et tous ceux qui, de bonne foi, veulent voir le monde civilisé être débarrassé du cancer du terrorisme, de l'extrémisme et de toutes les formes de négation des valeurs de civilisation. Car la justice internationale n'aura de cesse de traquer les idéologues et les auteurs de cette violence brutale, aveugle et d'un autre temps. Au nom du gouvernement du Mali, des institutions de la République et à mon nom propre, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et aux forces armées du Mali. Je m'incline très pieusement, respectueusement devant la mémoire des disparus. Ils ont consenti le sacrifice ultime pour défendre la République. La patrie ne les oubliera pas. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Nous leur assurerons tous les soins appropriés. Koulouba, le 4 août 2015, signé des mains du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames et messieurs, vous aurez la traduction de ce message dans les langues nationales demain soir après le journal. Les choses semblent aller vite du côté de la commission Vérité, Justice, Réconciliation, à peine nommé à la tête de la structure. Son président, Ousmane Oumarou Sidibé, a été installé aujourd'hui dans ses fonctions. C'était à Koulouba, à la faveur d'une cérémonie modeste, mais très symbolique, présidée par le ministre de la Réconciliation nationale, en présence du staff administratif de la commission et de nos envoyés et de nos reporters, Tchédje Kamara et Sori Ibrahima Keïta.
Le temps presse pour les turféreurs de la réconciliation. Preuve, le président de la République nomme le ministre de la Réconciliation nationale installé aussitôt. À peine 24 heures se sont écoulées entre la désignation du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation et son investiture. Le ministre Ould Sid Mohamed reconnaît la cérémonie modeste mais importante pour son gouvernement et pour le processus de paix. Le choix du docteur Oumarou Sidibé n'est pas un choix au hasard. Oumarou Sidibé a d'abord le profil de la personne qu'il faut, étant lui-même un juriste, ayant un parcours dans l'administration de notre pays qui est un parcours exemplaire et très élogié. Il a également récemment, par rapport au processus, participé à tous les rounds de négociation d'Alger en tant que membre du bureau du haut représentant. Il n'a pas tari d'éloge pour l'homme, au vu de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Il est au parfum de la problématique du Nord. C'est un grand défi. C'est un défi énorme, mais je suis persuadé que ce défi, on pourra le surmonter. On pourra le surmonter, pas moi seul, vous l'avez mentionné, avec les autres commissaires, qui, j'en suis sûr, seront assez représentatifs de l'ensemble de notre société. On va le réussir avec le soutien des autorités, du président de la République et du Premier ministre. Mais on va le réussir surtout avec votre soutien, votre accompagnement, monsieur le ministre. Les griots ont ajouté leur note à la cérémonie en grand témoin de l'histoire et du présent. Ils reconnaissent à l'homme ses qualités de rassembleur, de grand commis, d'humilité. L'un d'entre eux, très inspiré, lui lancera volontiers: vous n'avez pas cherché à être là, c'est le peuple qui a besoin de vous aujourd'hui. Fin de citation. Même sans tambour ni flûte, les griots ont su administrer leur dose de stimulants en attendant la désignation des 14 commissaires de la structure que le ministre donne pour le 20 du mois au plus tard. Pour acter davantage la bonne foi du gouvernement quant à l'exécution correcte de l'accord d'Alger. Oui, Sori Ibrahima Keïta, c'est hier que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a nommé Ousmane Oumarou Sidibé pour piloter la commission Vérité, Justice, Réconciliation. Âgé d'une 60aine d'années, ce grand commis de l'État était jusqu'ici le secrétaire général du bureau du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif inter-malien, aperçu sur le parcours de l'homme avec Sori Ibrahima Keïta. Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le président de la République bat les cartes et sort un jockey pour piloter. Ousmane Oumarou Sidibé prend désormais les commandes de la mouture copie conforme à la fois au cliché du projet présidentiel MED-IBK et à la perception de nos partenaires techniques et financiers. Après la commission Dialogue et Réconciliation, donc, voici la CVJR avec le docteur Sidibé. Je perçois cette nomination comme une marque de confiance de la part du président de la République, du Premier ministre. C'est une marque de confiance que j'apprécie à sa juste valeur, mais c'est en même temps un défi énorme. C'est un défi énorme que je dois relever. Né le 25 décembre 1954 à Kirchamba, à Diré, le docteur en droit social de l'Université de Bordeaux, diplômé de l'ENA de Bamako, est un commis de l'État bontain. Commissaire au développement institutionnel de 2001 à 2012, il avait été déjà coordonnateur général du programme pour le développement de la participation démocratique des travailleurs, PADEP, dans les années 95. Avant, il est chargé de cours, directeur des études, puis directeur général de l'ENA. Le directeur des services administratifs au projet du développement intégré de Carta
À la fin des années 70, le docteur Sidibé deviendra ministre pendant près d'une décennie, notamment du travail de la modernisation de l'administration. Cheville ouvrière, en voilà bien une. Il s'agit d'abord d'enquêter sur tout ce qui a été commis dans le nord de notre pays de l'indépendance aujourd'hui, qui est une mission très délicate, mais qui est prévue dans les accords de paix, établir la vérité, parce que sur la base de cette vérité qu'on peut faire la justice. La justice nous permettra d'aller vers la réconciliation. Le nouveau président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation n'est pas moins un amoureux de l'écriture. À son actif, plusieurs publications dont Le Mali entre doute et espoir, réflexion sur la nation à l'épreuve de la crise du Nord. Un pan très important de la problématique qui le propulse aujourd'hui au devant de l'actualité. L'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu qui est au-dessus des intérêts particuliers des uns et des autres. Nous sommes tous au service du Mali. Nous sommes tous au service de l'intérêt général de notre pays. Le Mali est un tournant. Je crois qu'il y a quelque chose qui a échappé à beaucoup de personnes. C'est que dans les pires moments de l'invasion du Nord, c'est d'abord les Maliens qui ont fait les premières preuves de solidarité à l'égard des populations du Nord. Quoi qu'on dise, le Mali, nous sommes une nation, nous sommes une vieille nation, nous sommes un vieux pays et je pense que les uns et les autres ne doivent pas, c'est quelque chose qu'il faut consolider. C'est la base sur laquelle nous devons construire l'avenir. L'officier de l'Ordre national du Mali est membre du conseil scientifique de l'Institut d'études avancées de Nantes et très réputé dans le milieu intellectuel à travers le monde. Des atouts incontestables. Polyglotte, il parle 5 langues, français, anglais, peul, songhai et bamana. Marié et père de 3 enfants, Ousmane Oumarou Sidibé quitte le secrétariat du bureau du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif et intermalien pour prendre le gouvernail de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. La course contre la montre est donc lancée. Sori Ibrahima Keïta. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle respecte la tradition en tenant sa réunion trimestrielle qui a fait le point des activités, surtout en termes d'atteinte des objectifs de création d'emplois. Les explications avec Nyanya Aliou Traoré qui a suivi la séance. Le Mali est un pays en plein développement. Sa population aspire à un emploi, tous secteurs d'activité confondus. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est à pied d'œuvre pour justement promouvoir l'emploi pour tous. Ce rendez-vous trimestriel est la preuve de la volonté du département d'informer les citoyens de l'état actuel du marché de l'emploi. C'est un exercice habituel parce que nous avons reçu l'instruction du Premier ministre depuis janvier 2014 de présenter trimestriellement les emplois créés, les offres et demandes d'emploi. C'est à travers une présentation du rapport sur les emplois créés, les demandes et offres d'emploi que la directrice nationale de l'emploi a pu éclairer la lanterne des journalistes. Il en ressort, à la différence du dernier trimestre, 6 458 nouveaux emplois, soit une hausse de 6,48%. Cette hausse se situe au niveau des emplois créés dans le service fournis aux collectivités. C'est surtout à ce niveau, et par collectivité, nous entendons tous les recrutements qui ont été opérés au niveau des communes. Aussi, une information à laquelle vous avez attaché beaucoup d'importance, c'est les 6 emplois qui ont été créés au niveau de la région de Kidal. Et comme je l'ai dit, depuis 2012, c'est la première fois que nous avons pu collecter des informations au niveau de cette région. Perspective pour le 3e trimestre, je crois que ça dépendra du dynamisme de l'économie, comme nous l'avons toujours dit, mais ça dépendra aussi de quelques emplois publics que nous espérons au cours du 3e au 4e trimestre 2015. L'exercice est à refaire dans 3 mois, toujours selon la directrice nationale de l'emploi, dans le souci d'éclairer la population malienne.
Près de 14 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État. Ce nouveau programme de la coopération allemande a comme pôle prioritaire décentralisation et bonne gouvernance au Mali. D'une durée de 3 ans, le projet va couvrir toutes les régions du Mali. Reportage signé Fademba Keita. Fruit de la coopération Mali-Allemagne, le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État, PADRE de la GIZ, offre ses services aux structures décentralisées de l'État à travers plusieurs champs d'action. Des domaines qui vont de l'accompagnement des collectivités territoriales dans la maîtrise des outils de gestion, à la décentralisation fiscale, aux finances locales, au renforcement des performances économiques des régions. Les activités de la GIZ dans les 3 piliers. Premièrement, c'est notre soutien de votre gouvernement dans les domaines de décentralisation et de bonne gouvernance. C'est deuxièmement l'intervention en agriculture productive et durable. Et la troisième activité, ça concerne le programme sectoriel d'eau et d'assainissement. Ce nouveau projet est né des expériences positives enregistrées par le programme d'appui aux collectivités territoriales PACT. C'est un instrument d'implémenter l'accord du pays. Pour ça, il faut que nous tous travaillions ensemble, comme on a déjà fait avant, dans la bonne qualité, dans l'amitié et avec l'espoir et l'envie de vraiment changer les choses. Le département de tutelle loue les différents appuis que n'essaie d'apporter l'Allemagne au projet de décentralisation au Mali depuis 1993. Dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation, le nouveau programme de coopération Mali-Allemagne vise comme objectif global le renforcement des capacités de l'État à mobiliser les ressources financières, à promouvoir le développement économique régional et à livrer des services publics de base à travers des collectivités territoriales renforcées dans le respect des principes de bonne gouvernance. Le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État, PADRE, concerne les régions de Ségou, Mopti et Kaï. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile veut se doter d'un plan stratégique de développement quinquennal. À cet effet, il a organisé un atelier en partenariat avec le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. L'activité s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité enclenchée par les plus hautes autorités. Reportage Noum Sissoko. La volonté des pouvoirs publics de procéder à la réforme du secteur de la sécurité RSS s'est vite concrétisée par la création du Conseil national de la sécurité. Aussi, un comité sectoriel de réforme du secteur de la sécurité a été mis en place dans les départements concernés par le processus. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le comité sectoriel veut se donner les moyens pour bien conduire la RSS. Le présent atelier de planification stratégique vise à outiller les acteurs majeurs du ministère de la Sécurité pour l'élaboration d'un plan stratégique apte à doter le département d'un plan de développement qui puisse guider son action pour les années à venir. Le partenariat entre le ministère de la Sécurité et le Centre de contrôle démocratique des forces armées DICAF contribue à renforcer la RSS prônée par les autorités. Les projets devront répondre et prendre en compte, entre autres, l'alignement aux instruments nationaux, la coordination interne et externe des acteurs et des partenaires, et tous les projets devront répondre aux besoins de la population parce que c'est la finalité. La planification stratégique comporte un ensemble de réflexions, de décisions et d'actions en vue de déterminer les objectifs, d'opérer un choix des moyens pour les réaliser et de conférer ainsi à votre démarche les meilleures garanties de performance. Précieux outil d'aide à la décision, elle présente des avantages inestimables pour les services de sécurité et de protection civile dans le contexte actuel de sortie de crise. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme Sahel de l'exécution des initiatives Gouvernance, Sécurité, Droits humains. Il est financé par la Norvège et le Danemark et piloté par le DICAF.
Une délégation de parlementaires conduite par le président de l'institution, l'honorable Issaka Sidibé, a quitté Bamako pour Migraine en Afrique du Sud où se tiendra les 6 et 9 août prochains sous l'égide du Parlement panafricain la conférence annuelle des présidents de Parlement et Sénat africains. La présente conférence a pour thème 2015, année de l'autonomisation et du développement de la femme en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. Organisée par le Parlement panafricain, la conférence annuelle des présidents des parlements a pour objectif d'offrir une plateforme de dialogue et de collaboration entre ce dernier et les parlements membres de l'Union africaine. Les élections communales et régionales se profilent à l'horizon et c'est le moment pour les acteurs impliqués dans ce processus de dégager les voies et moyens pour relever le taux de participation. Et c'est dans cette logique que le Centre national de promotion du volontariat et de son partenaire financier Open Society Initiative for West Africa organise des journées d'échange, journées suivies par Mohamed Diarra. La société civile doit jouer le rôle de sentinelle dans l'organisation des élections. Et si ce rôle est bien compris et mieux exercé, on peut espérer en tirer des institutions fortes et légitimes. Voilà en substance la démarche du Centre national de promotion du volontariat et de son partenaire financier Open Society Initiative for West Africa. À l'orée des élections communales et régionales, ils viennent de rendre public les résultats d'une étude qui fait ressortir les propositions des responsables des institutions de la République du Mali, celles des organisations internationales, des experts et des observateurs électoraux. Le projet a une durée de 15 mois et totalise un budget d'environ $50 000 et a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité des élections au Mali grâce à la réforme du cadre institutionnel légal. Objectif général, dis-je. Objectif spécifique, mobiliser la société civile et les citoyens pour une contribution effective au processus des réformes électorales, faire les plaidoyers pour des réformes électorales dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui prennent en compte les propositions des citoyens. La société civile mesure toute la pertinence de l'étude et entend se l'approprier pour corriger les insuffisances constatées lors des élections précédentes. Les organisations de la société civile malienne, fidèles à leur engagement sans faille pour la promotion de la démocratie à la base, et resteront déterminés à accompagner OSIWA dans cette initiative via le Centre national de promotion du volontariat. Les défis sont donc grands et les enjeux énormes, mais le plus urgent est d'examiner le faible taux de participation aux élections. Concertation nationale sur le démarrage de la campagne agricole 2015-2016, c'était à la Direction nationale de l'agriculture en présence des directeurs régionaux de l'agriculture, des projets et programmes représentant des services techniques et des organisations paysannes agricoles. Ibrahima Tchokari, compte rendu. Adopté en mai 2015 par le Conseil supérieur de l'agriculture, le plan de campagne agricole 2015-2016 vise des objectifs clairs et précis. Les principaux objectifs fixés au titre de la campagne agricole sont 8 5 820 tonnes de céréales, toutes céréales confondues, 650 000 tonnes de coton-graines, 199 795 tonnes de niébé, 5 500 tonnes de lait collecté, 70 000 tonnes de viande rouge, 6 694 000 poulets de chair, 467 millions d'œufs de consommation, 93 000 tonnes de poissons. L'atteinte de ces objectifs requiert la mise en synergie de toutes les actions des acteurs à travers la subvention des équipements et intrants agricoles. L'État semble avoir joué sa partition et aux autres acteurs de jouer la leur. En tout état de cause, les services techniques du département du développement rural sont à pied d'œuvre pour le suivi de la campagne, notamment à travers les missions de supervision nationale et la tenue des concertations sur la campagne agricole. Cette rencontre est d'une importance capitale dans la mesure où elle devra produire la photographie de la campagne au 20 juillet 2015.
Pour cette rencontre d'évaluation de la campagne 2015-2016, les participants doivent analyser tous les aspects relatifs à la campagne. Cette année, le mois de juillet a été vraiment couvert parce que la pluie a démarré lentement fin juin et est rentré dans le mois de juillet, qui a fait que les gens ont pu quand même faire les opérations culturelles. Ça permet aussi la tenance et lumière et humidité, donc qui est même favorable au riz. C'est parti depuis ce matin pour une concertation nationale sur la gestion de la faune. Cette concertation va regrouper pendant 2 jours les acteurs de l'environnement afin d'élaborer un nouveau texte. Cela pour la sauvegarde des dernières répliques de l'environnement. Les détails avec Kumba Nyambele. Élaborer de nouveaux textes en matière de sauvage et de son habitat, tel est l'objectif de cette concertation nationale. Une concertation qui entend examiner le texte de 1995 afin d'aboutir à une législation plus adaptée. L'application de ce texte a fait sortir des insuffisances. Il s'agit pour nous de combler ces gaps-là et d'avoir un texte qui va prendre en compte le point de vue et l'intérêt général au niveau national pour que désormais notre pays puisse effectivement bénéficier d'une faune sauvage stable qui constitue pour nous une richesse sur le plan écologique et sur le plan économique aussi. Pendant 2 jours, cette concertation va permettre aux acteurs de valider un nouveau projet de texte assorti des débats. La faune sera-t-elle préservée du braconnage et son habitat de la déforestation? L'application du nouveau texte nous en dira plus. Distribution alimentaire gratuite aux populations, une initiative du gouvernement pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du pays à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Pour le cercle de Kita, c'est l'ONG Stop Sahel qui a la responsabilité pour assurer la mise en œuvre de l'opération sur le terrain. Et le lancement a eu lieu à Kourounikoto, je vais y arriver. C'était la semaine dernière en présence de notre correspondant permanent à Kita, Djigia Mohamed Fabrice. 200 au total, 286 tonnes de céréales à distribuer entre 10 608 personnes réparties entre les 6 communes du Kata qui sont Kourounikoto, Djimkouraba, Dindanko, Djougoun, Sekoto, Ouest et Nord. Tout le monde n'est pas bénéficiaire. Il s'agit des couches qui ont un besoin urgent d'assistance alimentaire. Donc ce sont ces personnes-là qui sont visées par cette opération. Je suis très ému aujourd'hui. Cette dotation-là vient à point nommé. Parce que nous sommes dans une période où même l'accessibilité au marché de production est très difficile. Ensuite, il y a les problèmes financiers. Vraiment, mais vive remerciement à l'État à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et à Stop Sahel. Action de grâce de la part du gouvernement selon tous les intervenants qui ont salué tour à tour cette opération de distribution. Pour eux, ce geste vient à point nommé car la période de soudure dicte sa loi aux populations du Kata en ce moment même. Je suis très heureux de constater de voir que les 6 communes sont retenues pour la cause. Je félicite et je remercie le gouvernement pour cette action. La distribution alimentaire gratuite désirée par l'ONG Stop Sahel à ces populations du Kata est une initiative du gouvernement du Mali pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du pays à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. L'association d'aide et d'appui aux groupements ruraux et urbains 3AG a lancé officiellement les activités du projet de prévention et de propagation de la maladie à virus Ebola. C'était à Kangaba. Le point avec Fademba Keita. Même si le Mali est libéré de l'épidémie de la maladie à virus Ebola depuis décembre 2014 selon l'OMS, des poches de résistance à la maladie subsistent jusqu'à présent dans au moins 2 pays voisins du Mali. Vu les dégâts en vies humaines que la maladie peut causer aux populations, l'ONG britannique Christian Aid a décidé d'engager un combat acharné contre l'épidémie. Ce projet d'urgence de préparation et de réponse à la maladie à virus Ebola dont nous procédons au lancement est une action novatrice financée par la coopération britannique à travers le réseau START en vue de faire face à la propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la sous-région. Le coût total du projet est d'un montant total de 530 536 652 francs CFA. Ce fonds devra permettre de lutter contre la maladie à virus Ebola dans les cercles de Kangaba, de Kolokani et de l'arrondissement de Wélissébou dans la région de Koulikoro. Il devra contribuer à la
la prévention et au renforcement des connaissances des milliers de ménages au Mali en général et dans la région de Koulikoro en particulier, à travers sensibilisation, des formations et recyclage, la dotation en kit et équipement, des ateliers et plaidoyers, des émissions radio et des conférences débat. Cette intervention est d'une grande importance pour nous et pour les pays voisins et nécessite que nous y sacrifions les efforts à l'effet de confirmer l'efficacité du partenaire pour atteindre les objectifs. La troupe Sadjan de Kangaba a présenté un sketch sur les différents modes de transmission de la maladie à virus Ebola. Une prestation qui a exhorté les populations, les autorités et les partenaires à maintenir le même niveau d'engagement et de renforcer les actions pour que le Mali puisse faire face à toute autre menace du même genre. Le livre intitulé Panorama de la politique extérieure du Mali 1960-1990 est désormais disponible dans les librairies. Il est l'œuvre de Moussa Makan Camara, diplomate et écrivain. Le livre retrace l'évolution de la diplomatie malienne de l'indépendance en 1990. La cérémonie de lancement du livre s'est déroulée au centre Djoliba en présence de notre reporter Agali Aguissa. Ce livre de 168 pages retrace l'histoire de 3 décennies de la diplomatie malienne. Intitulé Panorama de la politique extérieure du Mali de 1960 à 1990, cet ouvrage explique le socle de la diplomatie malienne. Dans nos écoles, dans nos universités, dans nos facultés, nous parlons de l'humanisme, nous parlons de bien d'autres doctrines, comme si nous n'en avions pas. Et chez nous, le Maya, c'est notre humanisme en nous. Et le Maya a un certain nombre de critères, un certain nombre de repères que j'ai évoqués ici, le Héré, le Bogné, le Dandon, le Dambé, le Yéredon, le Djekafo, qui sont là des valeurs qui caractérisent l'homme. C'est l'homme générique. L'auteur fait une analyse de l'évolution des relations internationales du Mali de 1960 à 1990. Les deux régimes qui ont marqué cette période ont consolidé les efforts de coopération avec l'extérieur. S'il y a une constante au Mali, c'est en matière de politique extérieure. Nous avons 3 républiques. On ne peut pas dire distinctement que nous avons 3 politiques extérieures. Nous avons la même politique extérieure dont les fondements ont été posés par la Première République dans les conditions que j'ai évoquées dans le livre. Ces fondements ont été consolidés après avec l'avènement de la Deuxième République, avec un petit moment de non-État après le coup d'État de 68, mais nonobstant ce coup d'État qui brisait l'élan de la Première République, il y a une continuité dans la conduite des affaires étrangères donc du Mali. L'acte posé par l'ambassadeur Moussa Magan Camara est un acte de portée historique extrêmement important parce que vous savez, il a écrit un livre sur la politique extérieure du Mali de 1960 à 1990. C'est une époque particulièrement riche et exaltante de l'histoire de notre pays, mais malheureusement pour sa génération comme pour notre génération, nous écrivons très peu. Et nos enfants, nos frères, la génération future ne connaît pas assez ce qui s'est passé dans ces périodes de combat de Modibo Keïta, les pères fondateurs de la République du Mali, les principes cardinaux qui ont fondé la politique extérieure du Mali. Je crois que tous ceci sont des éléments aujourd'hui dans le livre de l'ambassadeur Camara qui sont des sources d'inspiration pour nous, qui sont aussi des passerelles pour des générations futures. À l'occasion de la dédicace du livre, le ministre a invité les diplomates et autres lecteurs à s'inspirer de l'œuvre de l'auteur qui a déjà reçu les félicitations du président de la République. Moussa Makan Camara, ancien ambassadeur du Mali en France, en Espagne, au Portugal, est l'auteur de notre ouvrage Questions brillantes pour la démocratie naissante. Diplômé de sciences politiques à l'école de hautes études internationales de Paris, M. Camara a occupé les postes de conseiller et chef de cabinet du secrétariat permanent de l'Agence de coopération culturelle et technique. Fonctionnaire international depuis 1990, l'auteur du livre Panorama de la politique extérieure du Mali de 1960 à 1990 a travaillé à l'Union africaine au compte de la francophonie, à la Banque africaine de développement. Bref, la liste n'est pas exhaustive.
Les jeunes chrétiens protestants du district de Bamako sont réunis depuis hier à l'Institut de formation des maîtres de Kangaba. C'est à la faveur de la 2e édition du camp biblique. Cette année, le thème choisi est « Je ferai de toi la tête et non la queue ». La cérémonie d'ouverture de l'événement religieux a regroupé les leaders religieux, politiques et administratifs. Envoyés spéciaux à Kangaba, Abdoulaye Diarra et Lamine Keita. Ils sont environ une centaine de jeunes chrétiens protestants du district de Bamako-Kura à se retrouver pour la bonne cause. Il s'agit de la 2e édition du camp biblique. L'événement est une opportunité pour eux de renforcer leur capacité dans la compréhension de la religion chrétienne. Les jeunes ils viennent de l'année scolaire de 9 mois et pendant les vacances nous organisons le camp pour qu'ils puissent se rencontrer et être à côté de la parole de Dieu et à côté des pasteurs pour poser plein de questions. Le thème de ce camp, c'est que Jésus dit « Tu seras la tête et non la queue ». C'est très important pour les jeunes pour qu'ils sachent que tout ce que vous faites dans la vie, vous devrez savoir que vous êtes appelé à être la tête et non la queue. Les leaders en ont profité pour demander à la jeunesse de rester unis et engagés pour la bonne cause. Ce camp est d'une grande importance pour nous en tant que pasteurs et pour la jeunesse chrétienne, parce que c'est un lieu de rencontre des jeunes chrétiens autour de la parole de Dieu. C'est l'occasion aussi de donner aux jeunes chrétiens de pouvoir se connaître, de tisser l'amitié et aussi même faire des connaissances. Je vous invite pendant cette semaine à être plus assidus aux enseignements qu'on va vous prodiguer pour que vous puissiez véritablement les exploiter. La 2e édition du camp prend fin le 10 août par un concours biblique. Sport, football, Coupe du Mali, 55e édition. Au niveau de messieurs, le dernier quart de finale, joué cet après-midi, a vu la qualification du stade malien de Bamako pour les demi-finales. Les Blancs de Bamako ont gagné par le strict minimum 1-0 face au CS Dougou-Wolonfila. Le résumé du match avec Serakatou Sissé. Considéré comme l'affiche de ces quarts de finale de la Coupe du Mali, ce stade malien de Bamako, CS Dougou-Wolonfila, a tenu son rang en termes d'engagement et de suspense. Ce match est loin d'être comparé à celui de la 22e journée de Ligue 1, gagné 3-0 à Koulikoro par le stade malien. Revanchard et décidé, le CS Dougou-Wolonfila a sérieusement fait bouger le stade malien. Les Blancs ne doivent leur salut qu'à la géniale inspiration du capitaine Abdoulaye Sissoko sur un serveur de Koulibaly à la 74e minute. Énervé, le capitaine du CS Dougou-Wolonfila, Sori Traoré, est expulsé à la 76e minute pour cumul de jaunes. Le stade malien de Bamako s'impose 1-0 et se qualifie donc pour la demi-finale de la Coupe du Mali, 55e édition. Je félicite tous les joueurs parce que je suis très content, c'est pas facile. On a fait double confrontation avec cette équipe. Donc on sait qu'au football à ce niveau, c'est pas facile. Donc surtout c'est un match de coupe, c'est une élimination directe. Donc on a su imposer notre jeu dès l'entame du match, mais on n'a pas pu marquer la première mi-temps. Bon, ça c'est la faute à un peu de maladresse et à la concentration, mais en deuxième mi-temps, on a su marquer un but, on a pu jurer. Ça nous permet de continuer l'aventure, ça nous permet d'avoir toujours cette ambition d'aller chercher la dernière marche. Les jeunes, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. On est tombé sur une équipe du stade plus aguerrie, très expérimentée, vraiment, ils ont mérité la victoire. Et puis nos jeunes aussi n'ont pas démérité, franchement. On ne peut passer sous silence le comportement de l'arbitre central Ousmane Sidibé. L'international a distribué 7 cartons jaunes, 4 au stade malien et 3 à Dougou-Wolonfila, plus un carton rouge à Dougou-Wolonfila. Les qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Mali sont donc l'AS Real, l'ASB, les 11 créateurs de Nyarela et le stade malien de Bamako. Sport, basket, moins de 16 ans garçons, le Mali vient de gagner face à l'Égypte par le score de 77-75. Et déjà, la 5e journée, le Mali a pris le meilleur sur la Guinée équatoriale 89-29. C'était donc hier au Palais des Sports de l'ACI 2000. Un reportage signé Assa Soumaré. Les Aiglonnais maliens qui continuent sur leur lancée ont signé leur 5e victoire d'affilée en battant la Guinée équatoriale 89-29. D'entrée de jeu, les jeunes loups de la Guinée équatoriale, comme tétanisés par l'enjeu, sont menés 12-0.
Mais quand ils se retrouvent, ils sont menés à la première période, 4-28. Encore, Abdul Karim Koulibaly et ses coéquipiers s'imposent sans faire de détails et bouclent la pause 55-10. À la reprise, le Zalang national cadet de la Guinée équatoriale, petit de taille et très volontaire, sont dominés dans tous les compartiments par le Mali jusque-là intouchable, 77-24. Les 10 dernières minutes seront une confirmation pour les Aiglonnais qui enlèvent le gain de la partie 89-29, soit une différence de 60 points. Concernant les autres matchs de la 5e journée, l'Algérie gagne devant le Rwanda 66-44. Maroc-Tunisie, le duel maghrébin a tourné en faveur de la Tunisie 61-40. L'Égypte s'est encore imposée avec la manière devant le Nigeria 107-46. Voilà donc pour le résumé de cette journée, dernière journée de la phase de groupe. Le Mali a reçu donc son 5e succès d'affilée ce soir en s'imposant, je vous l'avais déjà dit, 77-75 devant l'Égypte. Du coup, les cadets maliens terminent premier de la poule A avec 5 victoires en autant de matchs. Les autres résultats de la journée sont le Nigeria a gagné 72 contre 66 pour le Rwanda, défaite 48-90 de la Guinée équatoriale devant l'Algérie, victoire 73-68 de l'Afrique du Sud sur le Maroc. Pas de match demain, la compétition reprendra jeudi avec les quarts de finale de l'Afro-Basket masculin moins de 16 ans dans la salle, toujours dans la salle des Palais des Sports de l'ACI 2000. La direction générale de la Maison du Hajj informe la communauté musulmane que le guichet unique de la Maison du Hajj est ouvert depuis le 15 juin dernier pour les différentes formalités du Hajj 2015. Le quota étant limité à 1500 pèlerins, les candidats au pèlerinage sont invités à venir s'inscrire à son guichet unique. Tous les candidats de l'intérieur doivent être physiquement présents à Bamako au plus tard le 5 août 2015 pour les dernières formalités de voyage et de formation. Par ailleurs, il est demandé à chaque pèlerin au départ de Bamako d'être muni de 12 photos d'identité. Pour tout renseignement, contactez la maison du Hajj. Enfin, dans ce journal, une nouvelle publication dans vos kiosques. Voilà, cette publication est intitulée La dernière minute. La dernière minute, c'est un hebdomadaire d'information générale qui paraît chaque vendredi. Et le titre, phare, le ministre Mohamed Ali Bachili ne part-il pas vite en besogne? Voilà, dans vos kiosques. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Aïssata, Ibrahim Maïga. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.